comme un show au rock, il faut se préparer un peu d'avance. World-class education system for everybody. That is a prerequisite for prosperity. It is an obligation that we have for the next generation. I looked at the current educational system and said, what's wrong with it? And the biggest problem that I found was it didn't know how to motivate kids. Every person alive, it's in our DNA to be motivated. I think the current model, and I'm not picking on any players, the current model is just really good at squashing that motivation. How can you make that 9-year-old sit in a class and say, do me 17 times tables? What for? Donc, bon matin à tous. Une petite entrée à la matière, seulement pour se mettre un peu dans l'atmosphère des technologies. J'aimerais remercier Madame la Présidente, les membres du GRMS et surtout les organisateurs, organisatrices du colloque de m'accueillir ce matin. Il me fait plaisir de vous offrir cette conférence. Certains membres de votre association m'ont mis pas mal de pression afin que je sois ici ce matin. Je dirais que je n'ai pas accepté de suite. Ceux qui me connaissent un peu, c'est assez étonnant, en tout cas. Avec un certain recul, je les en remercie. C'est quand même une belle opportunité de rencontrer des passionnés, des férus de mathématiques, et qui souhaitent faire des choses intéressantes avec leurs élèves. Donc, je tiendrais à faire un petit merci particulier c'était difficile de dire non, ces gars-là. Pourtant, je ne suis pas petit, mais à 3, ils ont réussi. Dans le domaine de la mathématique. Quand on m'a interpellé pour la conférence, on m'a mentionné que le GRMS atteignait l'âge respectable de 40 ans. 40 ans, c'est bien jeune, par rapport à mon âge à moi. Comme je le fais depuis plusieurs années, pour m'inspirer, je me suis mis à fouiller sur Internet pour trouver des idées qui auraient pu m'inspirer sur le 40 ans. Donc, j'ai trouvé quelques citations qui sont quand même intéressantes. La première, c'est « Tu te sens vieux, tu as 40 ans? » Non, mais allô, quoi? Je n'ai pas 40 ans, j'ai 18 ans et 22 ans d'expérience. Lorsqu'on a 20 ans, on est incendiaire. Mais à quarantaine, on devient pompier. À 40 ans, changer de vie ou changer sa vie? Je pourrais le demander à Jocelyn, il vient de passer là. 40 ans, c'est pas vieux pour un arbre. Passé 40 ans, un homme est responsable de son visage. Pas pire, ça, là. Ne pas être anarchiste à 16 ans, c'est manquer de cœur. L'être encore à 40 ans, c'est manquer de jugement. Ça correspond pas mal à moi. Ça. Personne n'est jeune après 40 ans, mais on peut être irrésistible à tout âge. Coco Chanel, quand même. 40 années durant, j'ai vu. Aujourd'hui, je regarde. Donc, un peu plus de sagesse ici.
40 ans, ce n'est pas la perte des illusions, c'est le réajustement de l'illusoire. Il y a 40 ans, c'est quand même pas de l'affaire chez la chair fraîche non plus. Ça, c'est une petite madame. Télé-réalité française, madame Cindy. Excuse-moi, Jocelyne. À 20 ans, la Québécoise est adorable. À 30 ans, irrésistible. À 40 ans, charmante. Après 40 ans, je n'ai jamais connu de Québécoise qui dépassait 40 ans. Petite citation qui m'a inspiré bien des femmes au Québec. Donc, le GRMS est en pleine crise de la quarantaine. On voit et on s'entend sur une chose, 40 ans, c'est quand même un âge respectable et c'est un âge aussi où on se questionne. Donc, ce que je veux faire avec vous ce matin, c'est peut-être de brosser un portrait sur est-ce que le Web 2 multiplié par l'école 2.0 peut nous donner un GRMS 4.0? Donc, ce qu'on va faire ensemble, je vais brosser un petit tableau sur ce qu'est le Web aujourd'hui, par où il a passé pour se rendre où on est aujourd'hui, l'impact que ça a sur vos jeunes. Vous posez des questions sur l'école 2.0. Comment vous voyez votre rôle de prof, d'enseignant à l'intérieur de l'école 2.0? Parce que l'école numérique qui s'en vient, c'est nous qui aurons à la bâtir. C'est vous, la jeune génération des profs. Puis c'est tous ensemble qu'on va pouvoir bâtir une école qui va être à l'image de notre société. Puis quelques questions sur peut-être que le GRMS pourrait jouer un rôle important là-dedans. Donc, on va y aller. Je vais vous démarrer ça avec un petit vidéo humoristique, mais qui dure à peu près 4-5 minutes, ça pourrait vous intéresser. La pataphysique, dont l'étymologie doit s'écrire ainsi, et l'orthographe réelle comme cela, précédée d'une apostrophe pour éviter tout jeu de mots et calembours faciles, la pataphysique sera surtout la science du particulier, quoi qu'on dise qu'il n'y a de science que du général. Elle étudiera les lois qui régissent les exceptions et expliquera l'univers supplémentaire à celui-ci ou, moins ambitieusement, décrira un univers que l'on peut voir et que peut-être l'on doit voir à la place du traditionnel. Des questions? Je souhaitais juste vous demander si l'on peut affirmer que la pataphysique se rajoute à la métaphysique. Évidemment! Très bonne question. D'abord, ceci n'est exact que le... S'il vous plaît, un peu de silence, merci. Je suis dans la guitare. D'abord, ceci n'est exact que le plus souvent et dépend d'un point de vue. Le vide étant pris pour unité de non-densité, hypothèse beaucoup moins arbitraire que le choix de l'unité concrète de densité positive, à savoir l'eau. Non, un peu de silence, s'il vous plaît. Des questions?
Excusez-nous, mais on a un débat sur le rôle de la pataphysique sur l'œuvre de Jean-Paul Sartre. Bien, la question est intéressante. Vous touchez là à un point majeur. Et je vous conseille de lire Ruy l'eau noire, clé pour la pataphysique, qui est paru en 1969, il y a de cela déjà 2 ans. Silence! Reprenons. Comme je vous le disais, le consentement universel est déjà un préjugé bien miraculeux et incompréhensible. Pourquoi chacun affirme-t-il que la forme d'une montre est ronde? Ce qui est manifestement faux, puisqu'on lui voit de profil une figure rectangulaire étroite. Il faut donc bien nécessairement admettre que la foule, en comptant les petits-enfants et les femmes, est trop grossière pour... Mais que se passe-t-il? Une épidémie de grippe? Bah non, on est tous là. Bah, je veux dire, ils sont chez eux, mais... Là, j'ai pris des notes, on l'a envoyé avec toute la promo et ce soir on fait le point. Mais quel point? C'est-à-dire qu'il y a à peu près 250 sites sur la pataphysique. Donc, on s'est réparti le boulot. Ce soir, on fait la synthèse et après, on bâtit le cours. Mais vous n'avez pas de questions? Oh, si, plein. Mais on va trouver les réponses. Il y a des super forums pour ça. Des forums? D'ailleurs, le prof du MIT trouve votre théorie super intéressante. Et il aimerait communiquer avec vous. C'est quoi votre adresse? Il a qu'à m'écrire ici, c'est très bien ici. Je veux dire, c'est quoi votre adresse mail? Ah oui, pardon, oui. Alors c'est Jean-Pierre de la Maridonneau avec 2 N, Yahoo. Avant, il y a @ normalement. @ c'est arrobase, espèce d'escargot. Ah oui. Alors, @Wanadoo. Vous venez de me dire Yahoo. Et pourquoi c'est pas la même chose? Non. Non, par exemple, il y en a qui ont la poste. Ah ben, la poste, moi je préfère la poste, moi aussi. C'est très bien la poste. Des questions? Donc, comme vous le constatez dans ce petit clip amusant, nos jeunes ne sont pas comme il y a 40 ans. La société dans laquelle ils évoluent a grandement évolué aussi. Nous devons adapter notre façon d'enseigner, d'interagir et d'intervenir avec eux dans leurs apprentissages. Le monde autour de nous change rapidement et celui de l'éducation n'a d'autre choix que de s'adapter. C'est à la fois inquiétant et très déstabilisant, mais aussi très stimulant et surtout c'est tout un défi pour nous qui avons à intervenir avec cette génération au quotidien. Cette génération qui maintenant impose de plus en plus ses façons de faire et de percevoir leur demain, de bâtir leur demain. On va faire un petit tour d'horizon sur qu'est-ce qui les impacte beaucoup. On va parler un peu du web. Aussi loin que ma mémoire me le permette, lors de mes premières navigations sur le web, j'étais impressionné par l'aspect non séquentiel de l'information. Pour une des premières fois de ma vie, je découvrais et je commençais à comprendre les connexions bizarres qui se faisaient dans mon cerveau. Pour ceux et celles qui me connaissent, les 2-3 ici, là, ils savent que des fois mon cerveau fonctionne bizarrement aussi. Là, mais, le modèle d'apprentissage qu'on me proposait, qui était celui d'un apprenant séquentiel, je réalisais qu'il ne correspondait pas vraiment à mon modèle d'apprentissage, comment moi je pensais dans mon cerveau. Ça ne m'a pas empêché, de réussir, je crois, selon la présentation que j'ai vue tout à l'heure avec mes 2 confrères. Mais c'est la première fois que je me suis mis à me remettre en question sur mes façons d'apprendre, sur les façons d'apprendre de mes élèves. Comment les élèves, ça se promenait dans leur cerveau. Et c'est là que j'ai commencé à allumer. Et là, j'ai commencé à voir qu'est-ce qui pouvait impacter le web, comment le web pouvait impacter l'apprentissage des jeunes. Lors de mes premières armes sur le web, la technologie était horriblement compliquée. Il fallait fournir des gros efforts et surtout avoir beaucoup de patience pour naviguer. Donc, il faut rappeler des petits souvenirs ici, là, pour ceux là, qui n'ont jamais entendu ça, là, parce que
Ça vaut la peine, hein? Ça vous rappelle-tu quelque chose, ça? Combien? Combien? Hey, c'est bon, vous êtes tous des vieux. Ben, ça date au moins de 20 ans. Hein? Ah ben, pas pire. Là, des fois, ça restait régné, hein, puis là, ça ne connectait pas, puis là, il n'y avait pas de ligne le matin, ça n'a pas de bon sens. Bon. Seulement pour vous fixer dans le temps, là, ben, je vous l'ai dit, ça fait 20 ans, ça. C'est jeune, 20 ans. Moi, si on fait un décompte rapide, j'ai découvert le web, j'avais 30 ans. OK? Les jeunes d'aujourd'hui, ils le découvrent entre l'âge de 2 et 3 ans. Donc, ils ont 28 ans d'apprentissage du web de plus que moi, rendu au même âge. OK? Donc, c'est leur quotidien, c'est leur vie. Puis, ils n'entendent pas ça, ce grichage-là. Là. La première fois, j'ai fait écouter ça à mon plus vieux qui a 20 ans. J'ai dit, tu sais quoi ça? Il dit, non, mais ça, c'est Internet. C'est quoi tu dis là? Ben, c'était ça la réalité. OK? Donc, montrer comment que ça évolue. À l'époque, plusieurs confrères et consoeurs dans mon école me mentionnaient fréquemment qu'Internet ne serait qu'une mode. Comme les tableaux, les TBI, ces affaires-là. C'est fou comment le changement peut faire peur au monde de l'éducation. C'est des changements profonds, ça dérange beaucoup le conservatisme qu'on a dans nos écoles. Évidemment, c'est comportant un peu déstabilisant. Quand on rentre dans notre routine, il n'y a rien là. Est-ce que nous sommes le véritable reflet de la société dans laquelle l'école évolue actuellement? Celle dans laquelle vivent nos jeunes en 2013, celle dans laquelle vous vivez tous les jours. Il y a 20 ans, on était à l'époque qu'on a qualifié aujourd'hui du Web 1.0. Faites un petit acétate rapide. Le Web 1.0, pour vous faire un rappel, parce que ça a évolué quand même beaucoup depuis 10 ans, on retrouvait un webmaster, donc la personne qui gérait un site ou quelques sites, puis des internautes. Donc, on avait créé un Internet qui représentait un peu notre mode de fonctionnement en société, c'est-à-dire une business qui produit quelque chose, puis il y a des consommateurs. Okay? C'était la vision qu'on avait du Web. Le Web 2, dans lequel on vit depuis une dizaine d'années, c'est ce qui cause de véritables bouleversements actuellement. Dans le Web 2, on a toujours notre webmaster. Mais là, notre webmaster, il a un autre rôle. Il crée ses sites, mais il produit du matériel, il s'associe des gens qui visitent son site et qui ont du fun et qui trippent à faire son site. Il en remet. Il y a des internautes qui sont tous organisés en réseaux sociaux à l'autre bout. Bon, on parlait tout à l'heure de Facebook. M. Dagenet nous présentait la page Facebook, les Facebook, les Twitter, les Pinterest de ce monde. Se connectent par des fils RSS, qu'on pourrait baptiser des fils de nouvelles, pour suivre l'activité qui se passe sur le site. Puis ils peuvent intervenir puis en remettre sur le site. Donc, on développe des communautés d'échange, de partage, et les connaissances à ce moment-là éclatent. Aujourd'hui, on est dans le Web 2 et doucement, on s'en va vers le Web 3, qu'on va appeler le Web sémantique. Là, on va parler du Web applicatif, du Web un peu plus robotisé. Ce n'est pas nécessairement l'humain qui va intervenir, mais la machine selon ce qu'elle capte par rapport à l'humain. Un exemple que je voyais récemment dans une exposition, Samsung va vous sortir une télé d'ici environ 2 ans. Puis selon ce que vous faites sur la télévision, selon votre séquence, comment vous vous branchez sur la télévision va apprendre vos postes préférés. À quelle heure vous écoutez CNN, elle va vous la télé, elle va vous reconnaître, elle va avoir une reconnaissance faciale. Tu t'assis devant la TV. Oh, c'est Jocelyn qui vient s'asseoir ce matin. Oh, OK, il va avoir les dernières nouvelles à RDS. Pouf, RDS arrive. Et si le poste, vous le changez régulièrement, ou il va y avoir une fenêtre qui va popper, il va dire, regarde, il se passe ça sur CNN actuellement, là, si tu vas aller voir en même temps. Donc, la machine va commencer à réagir à ce que vous êtes. Imaginez ce petit bébé qui va venir au monde, comme ça. Il va arriver à l'école, puis il va avoir un prof en avant. Il va-t-il chercher les fenêtres, lui, là?
C'est ça la réalité. Okay? Des fois, il faut voir ce qui se passe parce que probablement que vous-même, et moi-même, on est les premiers à être des férus de technologie à la maison. Et lorsqu'on arrive à l'école, on fait comme un peu se mettre une petite gêne. Puis, c'est de tenter de croire que, oh, on va peut-être passer à côté, on n'aura pas ça à l'école, mais le jeune qui nous arrive, lui, c'est sa vie de tous les jours. Toi, comme adulte, nous, comme adultes, on est capable de faire un discernement là-dedans, mais le jeune, lui, à 8 ans, à 9 ans, à 11 ans, il ne fait pas ce discernement-là. Il est habitué, c'est sa vie à tous les jours, ça. Donc, on aura à s'adapter, c'est bien sûr. Ce qui est vraiment sur Internet, c'est qu'on retrouve toujours des mots simples pour dire des affaires un peu plus compliquées. On retrouve la boîte à lettres, son courrier, les envois de messages, on visite des sites, on effectue des recherches, on consulte des pages, on crée des liens, on navigue, puis on est en ligne. Vous auriez dit ça à... Moi, mon beau-père a 98 ans. Ça fait 10 ans qu'il arrive sur le web. Puis, j'avais travaillé en 2009 en Tunisie, puis il avait installé une application. Je n'ai pas d'annonce qui s'appelle Skype, probablement vous connaissez ça. J'avais dit, M. Champagne, quand vous allez entendre sonner votre ordinateur, là, c'est juste à cliquer là, vous allez voir le voir arriver dans l'écran. J'avais 96 ans, 95 ans. Pas bien pareil, 95. Essayez de m'imaginer, probablement, je ne m'en pas là. C'est impossible. Mais vous regardez ces gens-là, je dis, historiquement, lui, il a passé où? Il voit qu'on est rendu aujourd'hui. Fait qu'essayez de vous transposer, vous, dans 35, 40 ans, qu'on sera selon l'évolution des technologies, la vitesse que ça avance actuellement. Essayez de voir, je vais revenir tout à l'heure, l'école dans tout ça, où on sera. Quels sont notre rôle là-dedans? Donc, c'est des mots simples pour faire des choses assez intéressantes. J'ai mis ici l'évolution d'Internet. Ceux qui me connaissent un peu savent que je suis j'ai le sang vert, je suis un Desjardins dans l'art. Et puis, avant hier, j'ai assisté à une conférence, justement, qui parlait de l'impact des technologies. Puis, je vais voir le président régional de la région de Québec, qui dit, écoute, ça me prend cette étape-là, sur un nom d'une gang qui très texte, je vais montrer des choses, ça va être intéressant. Ici, c'est un tableau brossé pour, bien sûr, le secteur de Desjardins, le secteur financier. Et c'est le nombre d'années pour atteindre 50 millions d'usagers. Quand vous regardez le premier en haut, l'avion, ça a pris 68 ans avant d'atteindre 50 millions d'usagers. Si on descend un peu plus bas, l'automobile 62, le téléphone 50, l'électricité, bon, vous voyez, on descend, on va arriver au PC, guichet automatique. Guichet automatique, ça a pris 18 ans. Actuellement, le guichet automatique est en décroissance dans toutes les institutions financières. Les gens n'utilisent pas ça, c'est pas pratique. Moi, je me rappelle quand on a installé ça chez nous, il y a une vingtaine d'années, un peu plus, le clocher de l'église brûlait. Hey, ils nous mettent des machines pour nous donner de l'argent, c'est aujourd'hui, personne n'y va, ils vont sur le téléphone, puis bon. Donc, c'est juste pour vous dire que ça évolue dans les mentalités un petit peu. Le PC, ça a pris 14 ans. Le cellulaire, 12. Là, on va descendre un petit peu. Regardez l'Internet, on parle de 7. Les cartes de crédit sans contact. Nouvelle carte de crédit qu'on passe, 4 ans. YouTube, 4 ans. Facebook, 3 ans. Twitter, 2 ans. Okay? Et là, les projections pour les applications mobiles bancaires, on parle de moins de 2 ans. Le paiement par cellulaire, moins de 2 ans. Et le papier électronique, iPad, moins d'1 an. Pour atteindre 50 millions d'usagers. J'ai fait sortir, c'est le fun d'avoir des contacts. J'ai contacté des gens chez Desjardins parce qu'on faisait des présentations récemment. Puis je comprends pas ça, ils m'ont donné le volet technologie dans la caisse chez nous, quand même une caisse d'1 milliard, 600 millions, ça fait que c'est une grosse caisse. Ils ont dit, occupe-toi de la technologie, je pense que tu vas être correct pour faire ça. J'ai dit, c'est bon. Puis j'ai fait sortir les transactions par ces bidules-là, par mobile, pour 2012. OK? Là, je vous parle de Desjardins, je ne sais pas les autres. Aucune publicité de fait pour les applications mobiles Desjardins. Zéro pub, nulle part. 225 millions de transactions via mobile en 2012. Ça commence à être pas pire.
Fait que si on ajoute toutes les autres institutions bancaires, probablement qu'on frôle le 3/4 de milliard de transactions mobiles. C'est comme une autre réalité. Si on vous avait dit ça, il y a 20 ans, vous auriez dit des malades. OK? C'est ça le web aujourd'hui. C'est ça que les technologies impactent dans la société. Ça, j'ai mis la main là-dessus récemment. Qu'est-ce qui se passe dans une minute sur Internet? Je vous laisse quelques secondes pour regarder ça. C'est quand même intéressant. Moi, c'est surtout le bout d'en bas qui m'intéresse. Si on regarde en bas, on parle du Future Growth in Stage Ring. Regardez là. Today, the number of network devices, c'est égal le nombre de la population mondiale. On prévoit en 2015 que les network devices, les mobiles, les tablettes, etc., ça va être 2 fois le nombre de la population mondiale. Question sans réponse. Pensez-vous qu'au Québec, on va passer à côté de ça? Je vous laisse sur cette interrogation-là. Je ne le sais pas. Par contre, je serais bien surpris qu'on passe à côté de ça. Je pense qu'on va être pas mal là-dedans aussi. Et ça, c'est notre monde, actuellement. C'est le monde dans lequel évoluent vos élèves à tous les jours. Eux autres, là, c'est normal, ça, là. Nous, comme adultes, on prend notre historique personnel, on regarde tout ça avec un recul, on dit le monde est fou, ça n'a pas de bon sens, ça va bien trop vite, blablabla. Et c'est ça qui se passe. Hein. Eux autres, là, dans 10 ans, mais qui sortent de votre classe, qui sortent de notre réseau scolaire, dans 10 ans, là, on va avoir dépassé le 2015. Là. On va être rendu en 2023. Ça peut arriver que ça soit un petit peu différent. Est-ce qu'on les prépare vraiment à ça comme prof dans nos cours? Est-ce qu'on travaille en fonction d'avoir cette vision-là du futur? C'est toujours la question que je pose moi, quand je rencontre des profs. La semaine dernière, je vais prendre une analogie, puis je ne me cacherai pas, puis ce monsieur-là me l'a dit l'année passée, j'ai trouvé ça tellement drôle, M. Pascal Dewalle, il était ici quelque part, je l'ai vu tout à l'heure, il est là, bon. J'ai rencontré un de mes profs, un de mes grands chums depuis des années. Ceux qui me connaissent savent que je fais des voyages de sport, tout ça. Puis j'ai dit avec ma grande fille, mon bébé, elle faisait de la fièvre, elle était malade, puis j'avais été chez le docteur. Puis le médecin, il l'a fait déshabiller, puis il a rentré un thermomètre, ça de long dans les fesses, puis là, il prenait la température. Là, c'était le voir Francis qui m'a regardé. Tu sais, tu dis là, oh oui, écoute, elle filait pas, puis... Fait que là, finalement, il dit, elle faisait toute la température. Il dit, oui. Et là, j'ai dit, il l'a fait rhabiller à 20 degrés. Tu sais, là, il m'a regardé, il m'a dit, j'espère. Mais il dit, tu sais, il y a d'autres moyens aujourd'hui pour prendre la température de quelqu'un. Il dit, il y a des beaux petits outils électroniques qu'on met dans l'oreille. Il dit, ah ouais? Comme ça, tu aurais été voir un autre docteur, toi, tu n'aurais pas pris celui-là. Je dis, pourquoi? Ben, il est plus en mode. Il dit, toi, dans ton cours, es-tu en mode? Ton cours a-tu changé? Il se donne-tu comme il y a 20 ans, ton cours d'histoire? Parce que lui, il donne encore un cours, ben, il se pensait à la mode, il fait des PowerPoint qui est présent en avant. Regardez là, la belle photo. Un peu comme, on va voir tout à l'heure, j'ai trouvé une vidéo qui correspond vraiment à lui. C'est à peu près ça. Vous allez rire un petit peu, ça dure 3 minutes, mais c'est assez intéressant. Donc, c'est juste pour vous montrer que les jeunes, là, ils vivent dans un monde qui est rapide, qui est actif, et tout ça, c'est basé sur un Internet. Puis là, on dit Internet, mais c'est rien que pour se donner une représentation, parce qu'aujourd'hui, c'est tous les réseaux. Vous achetez une télé, je viens de m'acheter une télé, vous pouvez la plugger Wi-Fi, vous pouvez la plugger sur votre fil. Tu avais d'acheter un toaster, puis tu vas le mettre sur le réseau. Là. Vous savez, c'est incroyable. Là. Tout est pensé en fonction de... Il faut que ça soit branché quelque part. Okay? On redoute plus, actuellement, une rupture de réseau qu'un manque d'eau ou d'électricité. C'est grave, ça, là. On est rendu loin comme société, là. Puis cette loi, je voyais une vidéo l'autre jour d'un confrère qui revient du Sénégal, puis il dit, t'aurais tellement ri, j'ai pensé à toi. Il dit, on est arrivé dans un coin désertique un peu, puis il dit, les gens arrivaient dans le coin, puis ils sortaient le sel, puis ils étaient comme ça dans les airs pour voir s'ils ne pognaient pas du signal quelque part. Au milieu du désert, quand même pas pire. Tu sais, tu dis, regarde. Fait que c'est juste pour vous dire qu'il y a des affaires qui changent un petit peu, ça évolue un petit peu.
Ça, c'est au niveau des réseaux sociaux. Donc, je pense que ça, vous le savez que c'est en mode. Les jeunes connaissent ça un petit peu. C'est des moyens nouveaux pour atteindre les mêmes buts. Vous savez que qu'est-ce qu'on fait dans le fond? On utilise des moteurs de recherche pour trouver. Les courriels, les chats, les textos, forums, c'est pour communiquer. Les sites, ben, aujourd'hui on le sait, c'est pour montrer ce qu'on fait, fournir des services. On utilise des liens pour se déplacer. Puis les fichiers, ben, ça sert à transmettre de l'information quand on veut donner de l'information à certaines personnes. Bien sûr, on a associé longtemps l'écriture, le livre, etc., à des moyens un peu plus techniques, mais ça demeurait encore des choses tangibles. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on faisait quand on recevait un texte? J'envoyais un texte à Jocelyn, puis Jocelyn se dépêchait de l'imprimer. Jocelyn me retournait un texte, je me dépêchais de l'imprimer. Hein, ça prenait du papier. Aujourd'hui, la dimension du fichier, de l'appartenance du fichier, ce n'est plus seulement qu'il faut que j'y touche. C'est quelque part sur le web, c'est une adresse quelque part. Donc, il y a une certaine dématérialisation au niveau de l'espace et du temps. OK? Ça vient changer la relation aussi des connaissances, des savoirs se trouvent où, puis comment je vais travailler tout ça comme prof. Ça, c'est important aussi. Il faut l'avoir dans la tête. Donc, ce qu'on voit là, dans le fond, c'est le côté qu'on disait à l'époque, je vais faire mes affaires sur le traitement de texte, je vais l'imprimer, puis je vais le donner aux élèves. Ce qui n'était pas beaucoup plus différent qu'à faire, ceux qui ont connu ça, là, on va dire des photocopies avec des vieilles machines à alcool. Là. On venait quasiment stone à virer la patente. Fait on voit qu'il y avait encore ce côté-là qu'il faut que je touche, qu'il faut que je l'ai entre les mains. Après ça, de passer à l'ère, ben là, on va s'envoyer des disquettes. Moi, j'ai connu les 3 formats, ça fait que ça ne me rajeunit pas. La première, c'était des grosses 8 pouces, c'était l'âge de même. Là. Et je vais vous dire, je fais de la consultation dans le privé aussi. Puis j'ai eu des clients, jusqu'à là 3 ans, qui faisaient des backups sur des grandes disquettes de même. Le problème, il a fallu le changer parce qu'ils ne trouvaient plus de disquettes. Les clients trouvaient des vieux fonds de compagnie qui ne servaient pas à rien, ramassaient ça, puis ils faisaient des backups. À un moment donné, j'ai dit, Louis, il va peut-être être temps que tu changes de technologie, je pense que c'est dépassé. Fait que Louis est passé de ça à un serveur qui fait ses backups automatisés, puis c'est un petit peu différent. Aujourd'hui, je vous parlais de la dématérialisation. On connaît les espaces qui sont sur le web, comme le Google Apps, le Box, le Dropbox. De plus en plus, les applications que vous avez sur les tablettes, sur les téléphones, sont ce qu'on appelle le cloud, l'info numéricielle, c'est quelque part sur le web. Donc, c'est très dématérialisé, c'est pas centralisé nécessairement, c'est pas sur ma machine. On trouve ça un peu partout. OK? Puis, cette information-là, étant quelque part partout, vous y avez accès, mais aussi les élèves y ont accès. Et c'est là qu'on a un rôle important au niveau du matériel qu'on a créé et qu'à mettre sur le web. Donc, ces choses-là, ça impacte notre façon de travailler avec les élèves. L'accessibilité aux ressources, elle devient simple, elle devient rapide, elle devient instantanée. Combien parmi vous autres, pour venir au colloque, ont réservé leur chambre via Internet? Combien? Ne soyez pas gênés. N'ayez pas peur. C'est pas fort trop, hein? Pourtant, on va aller faire un voyage en Europe. C'est quoi la première affaire qu'on va faire? On va aller voir les hôtels à Paris qui pourraient être intéressants. OK, les prix, c'est à peu près ça. C'est dans tel arrondissement. OK. On planifie. On va voir sur le web. On s'informe. On cherche. On fait des transactions. Donc, toutes ces choses-là, c'est du quotidien maintenant. Fait qu'imaginez le jeune, là je vous mets tout le temps, je vous transpose, puis je fais exprès, le jeune de 12-13 ans, pour lui, c'est son quotidien, ça. C'est normal de faire ça pour lui. OK? Puis après ça, prenez le même jeune, puis regardez-le assis dans votre classe. Et puis tu arrivé qu'il y ait un choc. Posez la question. Puis je ne veux pas accuser personne. Je vais juste vous poser la question. Je regardais l'autre jour, parce que je me suis mis un exemple. Ça devient quasiment plus simple de chercher un livre que je veux avoir sur le web qu'aller à la librairie au coin de la rue chez nous pour voir s'il est là. C'est plus rapide. Okay? Donc, même le marché
les livres changent, la façon d'avoir un livre change. On va se mettre un livre sur notre tablette. Je voyais la tablette tout à l'heure que Stéphane avait à côté de moi. C'est la même chose. On va lire un livre sur une tablette. Là, cette année, mon bureau est avec 3 bibliotechniciens. Je peux vous dire qu'on a des discussions profondes sur qu'est-ce qu'un livre. Puis, la dernière question que j'aurais posée, est-ce que l'essence même du livre, le contenu du livre, la qualité de ce qu'on retrouve dans le livre, c'est le contenant ou le contenu? Pour eux autres, c'était très important de toucher au livre. J'ai dit, moi, je touche au livre, mais sur une tablette, puis je tourne les pages de la même façon. Moi, je lis le livre sur ma tablette, puis les autres, ça prenait le livre de 350 pages, là, puis le petit coin plié, puis c'était comme, il faut qu'ils sentent le papier. Bon, c'est des odeurs probablement qui éventuellement vont être appelées à disparaître, mais bon. Ça, c'est, on confronte des idées, hein. Puis ce matin, je ne veux pas que vous pensiez que je vous dis ce qu'il faut que ce soit, puis ça devrait être. Je veux plutôt vous lancer sur des pistes de réflexion, dire, ben c'est peut-être ça aussi qui se passe dans la vie. On se confronte tout le temps avec nos croyances, puis les croyances des autres. Moi, je crois que ça va changer. Mais, bon. On compare souvent le web aussi à un Eldorado de connaissances, c'est-à-dire que tout est là, on n'a rien qu'à le prendre. Mais ça ne veut pas dire que si l'information est là, je la prends au bon moment, je suis capable de l'utiliser de façon intelligente, etc. Là, on a un rôle comme prof à jouer à cet instant-là. C'est important. Même si vous aviez accès à tous les livres de la planète dans une bibliothèque, ça ne vous donne pas plus de connaissances. Vous savez, la référence est où? Il faut la chercher. Okay? Comment chercher? Ça, c'est important. Je m'ai donné une petite analogie parce que je ne veux pas l'oublier. En rendant accessible à tout moment une multitude d'informations, Internet modifie profondément notre relation au savoir. Il serait pourtant tout à fait illusoire d'imaginer que ce qui est accessible sur le web n'a pas besoin d'être appris, pour la simple raison de sa disponibilité permanente. Il faut avoir les structures du cerveau prêtes quand on veut utiliser des connaissances, quand on veut amener des connaissances à l'élève. Il faut avoir les outils aussi disponibles pour que ce soit efficace et que ça ait une signifiance pour l'élève. Donc, le rêve qu'on retrouve tout sur le web, moi, je crois que oui. On retrouve pas mal n'importe quoi. Vous n'avez pas besoin de faire d'histoire là-dessus. Mais il y a quand même des choses très intéressantes qui sont sur le web. Puis c'est à nous aussi de collaborer à ce web-là. Si on fait rien qu'attendre, ben, on va attendre qu'on va utiliser le stock des autres. Puis des fois, ça ne correspond peut-être pas toujours à ce qu'on veut faire comme prof. La question du rôle de l'enseignement dans ses dimensions informatives versus structurantes est donc posée avec une acuité nouvelle vers Internet, car l'essentiel n'est pas seulement l'information apprise, mais ce qu'elle structure mentalement. Au-delà des mémoires externes et des enjeux qu'elle soulève, Internet peut contribuer aux apprentissages en fournissant des outils adaptés et dédiés à l'enseignement. Il resserre en cela la potentialité de bouleverser nos façons d'apprendre et nos interventions d'enseignantes et d'enseignants avec nos élèves. Le web devient un énorme défi pour l'enseignant, celui de confronter son savoir et celui de transférer les connaissances à l'élève. Parce qu'on a été longtemps le pourvoyeur de savoir. Hein? Aujourd'hui, les jeunes, je pense que le savoir, des fois, ils savent où le trouver. Sans le savoir, l'enseignant d'aujourd'hui est continuellement en compétition avec le web. Il serait faux de penser que tous les élèves ne font que des activités totalement ludiques, et pour certains débiles, comme Facebook, Twitter, ou regarder des 5 vidéos sur YouTube, sans oublier de faire quelques jeux au passage. Là, ceux qui ont des ados dans la maison, vous allez peut-être les reconnaître, mettez des visages. Là. En tout cas, moi j'en ai 3 à la maison. Puis, ils sont ados jusqu'à quel âge? Il y en a un qui est rendu à 22 ans, puis ça ressemble pas mal à ce qu'il fait. Là. En tout cas, puis il travaille, c'est ça le pire. On en trouve certains qui utilisent Google pour valider, confronter des connaissances livrées par le prof durant la journée. Certains de ces élèves sont souvent très actifs dans leurs apprentissages et participent à des forums d'intérêt, comme on l'a vu dans la vidéo tout à l'heure. Actuellement, GeoGebra vient d'ouvrir un forum depuis quelques mois concernant le soutien scolaire pour les élèves. Les élèves peuvent aller poser des questions, puis des milliers de profs de partout sur la planète contribuent à répondre aux jeunes qui ont des questions sur la mathématique. Donc, comme prof, ça peut nous questionner un peu aussi. Là. Le jeune qui arrive dans notre classe et dit « Ah, mais j'ai pas compris telle chose, nanana. » Il part le soir, il s'en va sur un site, il pose la question, puis il y a 26 profs qui y répondent. 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 Il y a 26
Puis ça donne qu'il est capable de les voir en vidéoconférence. C'est un peu différent. La relation change. Il y a 40 ans, le pourvoyeur de savoir, c'était le prof dans la classe. Aujourd'hui, plusieurs profs en mode interactif sont disponibles à un seul élève. Le rapport de force change. Tout comme plusieurs enseignants se forment, s'informent sur le web, les élèves peuvent et en font probablement autant que leurs profs sur le web. Eux aussi ont accès à des outils formidables de formation, et ce, dans tous les domaines. La question que je vous pose maintenant, elle est très simple. Sûrement qu'ils ont vu le film déjà 30 ans, quelque chose de même. La personne qui, d'un coup sec, se ramasse vieille, puis qu'elle revient jeune, puis etc. Si vous aviez, d'un coup sec, je vous mets à 12-13 ans, dans le contexte d'aujourd'hui, seriez-vous vraiment différent d'eux? Je ne veux pas la réponse. Faites juste y réfléchir. Ça va? Un petit vidéo pour se mettre dans le contexte. 3-4 minutes. Voilà, donc c'est incroyable. Oh, c'est le Molière est passionnant. Regardez, et c'est moi qui l'ai fait. Voilà, la diapo de base était un peu légère, alors je l'ai un petit peu étoffé. Donc, voilà. Molière est né donc le 16 janvier 1622 à la maternité de l'Hôtel-Dieu de Paris. Il y en a-tu qui sont Il est connaissent? mort le 17 février 1673. Et entre ces deux dates tient l'existence de Jean-Baptiste Poquelin, qui, se détournant de la voie tracée par son père riche tapissier du quartier des Halles, se voue au théâtre et devient sous le pseudonyme de Molière, le plus grand auteur comique français. Première étape. C'est chiant, Molière. C'est sûr. Important. C'est pas Molière qui est chiant. Une troupe. Pourtant, il est sympa, ce prof. Deuxième étape, il étoffe le répertoire et donc écrit ses propres pièces. Voilà. Des questions? Je vous remercie. Ça va? Ben oui, toi. Ouais, on va manger? Oh, dis donc. Ah, ça, c'est du support pédagogique, hein. C'est vrai, tu trouves ça bien? C'est curieux chez les marins, ce besoin de faire des phrases. Mais pourquoi tu dis ça? Non, c'est Audiard. Un cours, c'est comme un film, ça se scénarise. C'est quoi, là, c'est ton mémo? Mais toi, tu fais de la science physique, alors de formules et c'est plié. La littérature, c'est autre chose. Ah, dis-nous la bonne excuse. Ah, je fais ce que je peux. C'est bien les nouvelles technologies, hein. Ah oui, ça demandait des profs. Faut qu'elles restent au service de la pédagogie. Là, on tartine du PowerPoint, mais il faut que ça aide à comprendre. Avec un peu de plaisir. Tu trouves ça confus, c'est vrai? Ouais. Imagine ton cours autrement. Bon, moi je vais bouffer. Hein. Non, ôte-toi toi-même. Je vais ouvrir la porte. Non, je vais l'ouvrir moi. Tu n'ouvriras pas. Et toi non plus. Ni toi. Il faut que j'ai l'âme bien patiente. Et voilà. C'est pas mal, hein? Vous l'avez mis en ligne? Oui, oui, il est sur la plateforme d'enseignement. Oui. J'ai mis aussi les répliques de la scène et des interviews de quelques metteurs en scène. En fait, quoi de mieux qu'une pièce pour rencontrer son auteur? Voilà, alors à la fin de ce cours, vous pourrez donc situer Molière dans son époque et connaître son rapport au pouvoir. Et on ne peut pas comprendre Molière si on ne rencontre pas ses amis. La Fontaine, Chapelle, Boileau, Racine. Avec eux, il hanta les cabarets, comme on dit. D'ailleurs, je vous conseille la lecture du livre de Mikhail Bulgakov, le roman de Monsieur Molière. Il vous servira pour le prochain cours et vous permettra d'étudier les rapports de Molière avec le pouvoir politique et religieux. Ah, alors maintenant, place au théâtre, puisque quelques-uns d'entre vous ont eu la gentillesse de nous préparer une scène. Et pendant qu'ils se préparent, une petite anecdote. Savez-vous quelle a été sa dernière volonté? Ses derniers mots? La vie est un théâtre? Ah, non, ça c'est du Shakespeare. Non, non, Molière, lui, était plus terre à terre. Il demanda du fromage. Qu'on m'apporte du parmesan. Et maintenant, place au théâtre.
C'est anecdotique, mais c'est quand même intéressant de voir ces petites parodies-là qui... moi, quand j'ai vu ça, d'ailleurs c'est sur YouTube, je pourrais laisser les références là, au groupe GRMS. Ils en ont sorti 4. Et puis, ils sont tous un petit peu questionnants. Tu sais, ça nous remet tout le temps à dire « Ah, je suis comme ça dans mon cours. » Tu sais, puis moi, j'aime ça. Je suis quelqu'un comme ça. Ça fait que si vous êtes intéressé de voir les deux autres, ils sont aussi drôles. C'est un prof, l'autre, c'est l'histoire, c'est que le prof est tellement branché que c'est rendu que les élèves, ça tweet la nuit, il faut qu'ils répondent, puis bon, vous voyez un peu le contexte. Les jeunes d'aujourd'hui, ils n'ont pas d'heure. Donc, un petit retour, l'école 2.0, juste pour vous remettre dans le b.a.-ba du quotidien, ben, l'école, vous savez, qu'on y demande d'instruire, de socialiser et de qualifier. Dans le contexte qu'on vit aujourd'hui, moi, je ne remets pas en question les 3 axes. Ce que je remets en question, c'est l'école elle-même. Il y en a qui voient les transformations actuelles dans l'école comme un grand complot. Ah, ils veulent nous faire du caca, là, puis c'est parce qu'on n'est pas là, puis c'est pas comme ça, il faut que ça se passe, puis nanana. C'est pas un complot. Okay? L'école est ébranlée de plus en plus aujourd'hui. C'est parce que l'école est essoufflée d'essayer de suivre la société. Elle est une composante de la société, puis elle ne participe presque pas parce qu'elle n'est pas capable de suivre ce qui se passe dans la société. Et là, j'accuse pas personne. C'est pas une question de mettre le doigt sur le bobo. C'est juste de réaliser que notre école est essoufflée. Puis il y a des gens qui croient que, oh, là, ça va pas bien, puis pourquoi ils veulent transformer l'école. J'entends encore des profs qui me disent, je suis sûr qu'ils veulent nous remplacer par des ordinateurs. Moi, j'ai dit à un prof l'autre jour, si on te remplace par un ordinateur, l'ordinateur, c'est une machine, puis qu'elle fait un job à ta place. Pose-toi des questions. Le problème, c'est pas l'ordinateur, là. OK? C'est grave, là. Si on a peur d'une machine qui va nous remplacer, ça va pas bien. Ça veut dire que notre rôle est peut-être mal compris. On le fait peut-être mal. Il n'est peut-être pas adapté à ce que devrait être notre rôle aujourd'hui. Celle-là me fait toujours rire. On dit qu'on doit préparer l'avenir, puis quand j'ai vu ça, j'ai dit, ouais, ça c'est une bonne petite image. Les modèles d'apprentissage véhiculés dans nos classes actuellement, nos façons de faire comme profs, les façons de faire qu'on tente de transmettre dans nos écoles actuellement, sont-elles celles que nos élèves auront besoin pour compétitionner demain? On a tendance à croire qu'en dehors de l'école, il n'y a point de salut. Si on recule de 40 ans, c'est bien sûr qu'on allait à l'école. L'école, c'était pratiquement le seul lieu de savoir. Okay? L'école, c'était la place où on avait notre instruction, qu'on se faisait éduquer, etc. Puis l'école, c'était beaucoup le dernier point, le lieu social. C'est là qu'on commençait comme jeunes à bâtir notre réseau social. L'enfant de 7-8 ans qui a sa page Facebook, je ne dis pas que c'est pas correct, là, qui est sur le web, puis qui se promène avec son iPod, puis il est en train de faire un FaceTime avec quelqu'un de je ne sais pas où, puis que ça jase. Son réseau social, il est déjà pas mal bâti. Il est différent de celui de l'école. À l'époque, on allait à l'école pour connaître des amis. Aujourd'hui, ils connaissent des amis avant d'aller à l'école. Ils connaissent des amis, j'allais quasiment dire à bout de poignard. À 18 mois, on va les parquer dans un CPE, puis là, ben, ils commencent une vie sociale. Fait que leur vie, elle se passe déjà là. C'est de la sociale, puis c'est du social, puis c'est du social. Fait que qu'est-ce qu'ils attendent de l'école quand ils arrivent à l'école à 12-13 ans? À force de faire du social, on va faire un petit party. Fait qu'ils ont hâte de... C'est normal que ça brasse. Ça fait partie de la game, ça, là. Donc, on essaie de camper dans des rôles qui sont déjà pour eux assimilés, puis nous, on essaie de les mettre dans une façon d'apprendre qui ne correspond pas vraiment du tout à ce qu'ils sont comme personne. Donc, c'est un gros défi pour nous. Actuellement, puis là, je vous demande de bien observer, là, si je vous demandais, y a-t-il des anachronismes dans les images, vous essayez de voir lesquels ils sont. On tente de prendre de vieux modèles, puis appliquer quelques modifications, puis on tente de se faire croire que nous avons un système moderne. Ben moi, je dis non à ça. C'est pas parce qu'on met des tablettes
numérique aux jeunes, puis des ordinateurs, puis un TBI en avant, qui ont été à la mode, puis que là, les jeunes, ils vont être intéressés. Vous l'avez vu tout à l'heure, le monsieur avec son PowerPoint, là? Ben, ce prof-là, c'est pas à cause qu'un PowerPoint qui est plus intéressant aujourd'hui, il devait être aussi plate dans le temps qu'il avait son tableau vert. OK? Donc, c'est peut-être de voir un peu différemment, puis de faire des approches un peu plus différentes. Aujourd'hui, on a à redéfinir l'école, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure, parce qu'on est confronté continuellement à des défis qui sont extérieurs de l'école, puis qu'on considère très souvent comme des agressions envers l'école. Puis finalement, ce ne sont pas des agressions. C'est une école qui n'est pas capable de répondre à ce qui se passe en dehors de celle-ci. On dirait qu'on veut aseptiser notre école. Et ça, c'est un danger. À trop vouloir aseptiser, on est en train de faire une fracture avec la société qui va être dure à rattraper, qui va être très difficile de ramener. Parce que pour nous, comme profs, si on ne fait pas ces changements-là, tout à l'heure, si l'école ne les fait pas, ces changements-là, imaginez ce qu'on aura à faire, nous, pour se rattraper puis arriver et dire « Oh, attends un peu, là, nos jeunes sont là, puis moi je suis là, on va courir en arrière d'eux autres. » Puis, la nature ayant horreur du vide, le jeune, il va trouver ses réponses ailleurs. Il va nous faire réaliser que l'école d'aujourd'hui, il n'y a peut-être pas besoin tant d'encadrement que ça scolaire. Un bon parent, une bonne maman, un bon papa à la maison ou un grand frère qui peut aider le jeune à faire ses apprentissages, puis à le guider vers où il veut aller. Ça peut arriver des fois qu'on reçoive une claque dans le front, qu'on ait de la misère à se relever. OK? Donc, c'est des choses qu'il faut penser, c'est des choses qu'il faut voir. Puis, je vous passe des images, des acétates. Je veux que ces images-là, pour vous, ils parlent. C'est seulement pour vous montrer un peu des modèles qui existent. Puis là, ces modèles-là, je dis souvent, c'est pas des... La solution. La solution, c'est à nous à s'asseoir ensemble et à la trouver. Les gens qui ont trouvé des solutions, je prenais l'année passée, ou il y a 2 ans, je disais les reportages, on parlait d'un pays extraordinaire à la chaleur qui s'appelle la Finlande. Là. Eux autres, il y avait un modèle scolaire écœurant. Ouais. Ils ont fait un modèle scolaire qui correspondait à leurs valeurs à eux, à leur façon de travailler à eux, à leur société à eux. Nous, comme modèle de société, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut de notre école? C'est à nous, comme profs, à définir ça. C'est pas à la commission scolaire, puis au directeur d'école, puis encore moins au MELS. On n'est pas trop fort, en fait, ça va arriver, ok, merci. Mais non, je ne dis pas ça méchamment. C'est juste qu'on pense que en haut, ils vont dire « Ah, c'est comme ça, il faut faire ça, puis en bas, tu vas le faire. Moi, je commence à croire que c'est peut-être plus le bas qui va venir nous dire quoi faire en haut. Parce que l'école a oublié une affaire très importante. Puis là, je vais réduire le modèle scolaire à un aspect très mercantile de la vie. Le client dans l'école, c'est qui? C'est pas le CS, c'est pas le directeur, c'est l'élève. C'est qui amène la business dans le bâtisse? C'est l'élève. Pas d'élève, pas de pièce, pas de job. Personne ne travaille, personne n'est ici de matin. Et ça, il faut y penser de temps en temps. C'est lui qui amène la business. Puis juste pour vous dire, probablement vous connaissez l'adage, le client a toujours raison. Donc, il faut lui donner la satisfaction. Il faut être à son service, pas en servitude, à son service. Et ça, on a tendance à l'oublier. On regarde notre monde. Moi, j'entends encore des profs qui me disent « Ah ouais, mais là, la société, puis là, ah oui, là, telle affaire, c'est capitaliste, puis là... » Hey, arrête, tire la plug, reviens. OK? Souvent, un des premiers problèmes qu'on a dans notre société, c'est nous. OK? Donc, c'est à nous à redéfinir ce qu'on veut comme école. C'est important. On a un rôle essentiel là-dedans. On ne peut pas redéfinir l'école d'aujourd'hui sans penser à ce qu'on vit dans la société, puis ce que la société dans laquelle vivra le jeune sera demain. Je ne peux pas redéfinir, me donner une vision de l'école numérique, OK, avec ce qu'on va connaître que je ne connais pas encore. OK? Puis essayer de redéfinir avec des affaires historiques. OK? Je prenais ma fille en fin de semaine, qui disait à sa mère,
Ma blonde a capoté quand elle a dit, maman, tu faisais quoi avant, toi, quand tu faisais Internet? Mais tu faisais pour trouver des affaires. Cours d'histoire qu'on se prépare à donner. Il va peut-être falloir donner des cours d'histoire. Qu'est-ce qu'était le monde avant les technologies? Pas qu'est-ce qu'étaient les patriotes. Okay? Parce que ce volet-là, historique, là, on s'entend-tu que pour les jeunes d'aujourd'hui, ça peut arriver que ça soit aussi marquant que les années 60 qu'on a vécues? Mais pour eux autres, c'est un autre type d'histoire. C'est pas la même histoire que nous autres. Ils vont vivre une autre histoire. Et mon côté romantique, chaque histoire d'amour particulière. Donc, chaque jeune aura son histoire. C'est très important. OK? Donc, il faut avoir ça en arrière-pensée tout le temps. Ici, j'ai mis un petit, je veux dire, un tableau. Pas que j'aime la compagnie vraiment, là, mais pour des fois, ils font des choses intéressantes. Quelle école de demain? C'est des sondages qui sont faits en France, un peu partout, et puis ça peut être intéressant d'avoir ça comme référence. En passant, je vais mettre tout ce qui est de la présentation, je vais la mettre sur le web, je vais retirer les gens du GRMS, à quel endroit ça sera disponible. Il n'y aura pas de problème. Je partage toutes mes affaires, moi, c'est tous ceux qui me connaissent, là, tout est sur le web, donc je vais vous mettre ça. Ça fait que vous aurez accès au tableau, vous aurez accès aux acétates, ça fait que vous aurez peut-être l'information pour aller un petit peu plus loin. 2 minutes? 5. OK, donc je vais sauter les places parce que c'est vrai que je suis là. Donc, quelle école pour quelle société de demain? Je vous ai posé la question tout à l'heure. Le GRMS dans tout ça. Bon, moi je suis un gars, on parlait d'histoire, mais je suis allé fouiller. Pas sûr que tout le monde a fait ça. En 73, ça fait 40 ans aujourd'hui, on a vu le jour. En 75, il y avait déjà un comité sur les innovations pédagogiques d'ordinateur. On a vu la naissance du programme Easy arriver, puis en fouillant d'un fondateur, j'ai trouvé un ancien confrère de travail qui s'appelait Michel Arquet. Michel, qui est un gars qui m'a influencé beaucoup, avec qui j'ai collaboré pendant des années. C'est un visionnaire et c'est un gars que j'ai toujours apprécié dans mon développement personnel. Donc, j'étais très surpris de le voir là, puis j'étais content. Donc, j'avais toujours eu le souci d'amener la technologie en classe. À l'époque, ça a passé par le logo. Il y en a qui ont connu ça, le logo, peut-être à l'époque. Il y en a qui l'ont probablement enseigné. Et puis, l'enseignement de l'informatique et de l'acquisition d'éthique, ça passait par le prof de mathématiques. TIC. Pas TIQE, TIC. OK? Donc, ce serait important de revenir à l'essentiel pour nous. Moi, je dis toujours, ce que tu veux enflammer dans les autres, ça doit d'abord brûler en toi. Faut que tu y crois. Moi, je crois que le GRMS aura un rôle majeur à jouer au cours des prochaines années dans bien des choses. Tout à l'heure, les deux confrères m'ont présenté comme étant un féru du libre. Oui, je suis un adepte du libre. Depuis 1998, quand Linux est apparu, j'ai fait un virage majeur dans ma vie parce que je trouvais que les technologies étaient porteuses de valeur et puis quand je me présentais devant des élèves avec un ordinateur dans lequel on avait des quinzaines et des vingtaines de milliers de dollars de logiciels, ben, j'étais en train de passer le message aux jeunes que si tu veux faire de l'informatique, il faut que tu sois riche. Fait qu'à un moment donné, je me suis fait en réflexion personnelle, donc je frôlais la quarantaine, sûrement pour faire une analogie, la 40 ans sûrement question. Donc, j'ai commencé à fouiner là-dedans et à embarquer là-dedans. Ça m'a permis de découvrir des espaces intéressants. Celui-là, c'est Césamat. Moi, la question que je vous pose, je n'irai pas dans l'historique de Césamat, mais Césamat, c'est un groupe de profs en Europe. Pascal me corrigera si je me trompe. C'est une association qui est partie au départ et qui produisait du matériel pour les profs, mais ce matériel-là, il est libre. Le prof peut le modifier, peut le collaborer, utilise des outils libres, etc. Donc, cette philosophie-là de l'utilisation du libre et le partage, la collaboration est numéro 1. Il faut que ça fasse partie de la game. Donc, moi, ce que je vous pose comme question, comme GRMS 4, le temps me presse, c'est on est-tu prêt à embarquer d'une affaire comme ça? Vous regarderez Césamat, puis vous changerez le mot Césamat, barrez-le, puis écrivez GRMS, puis vous vous poserez la question. On est-tu capable de faire ce qu'ils ont fait, eux autres? On est-tu capable d'amener ces valeurs-là de solidarité, de respect, d'ouverture, de partage dans notre gang de profs, notre gang de CP, pour amener
à l'école, l'importance de la mathématique, puis la démocratie, moi je crois beaucoup à l'intelligence collective, donc tout ce qui touche le logiciel libre, c'est ça. Ça, c'est une citation de Stallman, qui dit que l'école devrait n'utiliser que le logiciel libre. Moi, j'y crois aussi, je pense vraiment. Je pense que le libre est au cœur du numérique à l'école. Si on veut avancer rapidement avec les TIC à l'école, il faut arrêter de s'enfarger dans les licences, puis dans les ci, puis les ça. Il faut vérifier si on a le droit, si on n'a pas le droit. Je suis capable de faire ci. J'ai-tu contacté Copybec pour voir si j'avais le droit de photocopier ça? Non. Licence libre. OK? On passe à un autre stade, on arrête de se poser des problèmes, on trouve des solutions. Deux petits défis que je lance à la gang. Démocratiser la mathématique dans la société québécoise. Je pense que le GRMS 4.0, il faut qu'il fasse ça. Puis stimuler la créativité chez les profs et les élèves en maths. Je pense que ça, c'est l'autre grand défi qui n'est pas évident pour personne. Bon, qu'est-ce qu'enseigner? Vous le savez. La conclusion, je pense que vous avez un rôle majeur à faire dans le rôle de faire vivre les maths chez les jeunes. Vous avez un rôle de catalyseur de créativité, la créativité des innovants, pardon. Puis je souhaite grandement que le GRMS devienne l'incontournable en mathématiques, TIC, et que ça ne passe pas tout le temps par un gros clown, comme il vous parle là, qui parle de TIC en mathématiques. Je suis seul à faire des TIC, de la recherche en mathématiques. J'ai le bonheur et l'honneur de pouvoir travailler avec des êtres extraordinaires qui sont ici dans la salle régulièrement, qui m'aident et qui partagent leurs choses. Mais on semble au Québec très pointu sur « Ah, c'est pas ma job, c'est la sienne ». Les TIC, aujourd'hui, c'est l'omniprésence dans la société. Il faut que ça soit omniprésent dans nos façons de faire, nos façons de travailler avec notre cours et notre matière. Donc, il faut y penser régulièrement. L'outil TIC est important. Je vous termine sur cette vidéo-là. C'est un contact, Ben Lee, qui est un Australien. C'est seulement pour terminer la conférence. Je vous laisse là-dessus. Woke up this morning, I suddenly realized we're all in this together. I started smiling, 'cause you were smiling, and we're all in this together. I'm made of atoms, you're made of atoms, and we're all in this together. And long division just doesn't matter, 'cause we're all in this together. Yeah. I saw you walking in the city, we're all in this together. The city's changing, 'cause we are changing, and we're all in this together. Every 12 seconds, someone remembers that we're all in this together. In the kitchen of your rent-control apartment, we're all in this together. Come on, baby, I don't mean to rush you. I only wanted to reach out and touch you. I've got to start to open my heart. I know you think about jumping ship before it sinks, but we are all in this together. Ask a scientist, it's quantum physics, we are all in this together. And on the subway, we feel like strangers, but we're all in this together. Yeah, I love you, and you love her, and she loves him, but we are all in this together. You know, baby, there's never been protection in all the history of human connection.
ocean.